Bien, nous allons pouvoir passer au cas numéro 2. Bien, je vais le réafficher. Donc, le cas de M. Mubari et de M. Misalo. Alors, en résumé, je vais résumer, je ne vais pas dire le cas globalement, mais des négociations sont conclues, enfin, sont entamées entre deux sociétés. La société de M. Dubarry et la société Misel. Ces négociations en vue de signer un contrat qui a l'air relativement important, finalement achoppent puisque l'un des deux négociateurs, l'une des deux parties, décide de rompre les négociations, qu'elle doit faire face à une rupture de stock de matières premières. La partie lésée, celle qui se sent un peu malheureusement trahie par cette rupture, entend donc se plaindre du temps qu'elle a perdu et entend obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi. La question est ici d'évaluer l'opportunité d'une demande d'indemnisation. Alors, on va y aller. Donc, toujours cette résolution en 3 temps, d'accord. Qu'est-ce que l'on sait de la période précontractuelle des négociations, qu'on appelle aussi période des pourparlers? Qu'est-ce que l'on sait de cette période? D'abord que la liberté contractuelle a une incidence sur cette période, puisqu'elle permet à l'une des parties de rompre, quand elle le désire, les négociations qui auraient pu peut-être aboutir à un contrat. Quand c'est la liberté contractuelle qui lui est reconnue, on a le droit de conclure avec qui l'on veut, ou on a le droit aussi de ne pas conclure. Donc, ça fait partie des composantes de la liberté contractuelle. Je rappelle, le droit de conclure avec qui l'on veut, le droit de ne pas conclure, le droit de choisir le contenu contractuel et le droit de choisir la forme contractuelle. Alors même si on sait que, effectivement, la loi a quand même mis des limites à cette liberté contractuelle, et on va en voir un des cas ici, puisque, en principe, la la liberté de rompre les négociations est offerte aux parties. Les parties sont libres de rompre les négociations, de mener et de rompre les négociations comme elles le veulent. Donc, a priori, pas trop de soucis. Sauf que cette limite, cette liberté contractuelle n'est pas pleine. Entre autres, les conditions de la rupture sont étudiées. Si la rupture est brutale ou si elle est abusive, elle peut amener l'auteur de cette rupture à être condamné à octroyer des dommages et intérêts à la partie qui aurait été lésée. Alors, quelles sont les conditions, par exemple, d'une rupture brutale, ou d'une rupture abusive? C'est l'exemple de parties qui auraient négocié pendant 1 an, sur certains gros contrats, les négociations sont longues, qui auraient fait des études, etc., et dont l'une des parties aurait peut-être même fait croire que on était vraiment au bord de trouver un accord, qu'il n'y avait plus que des petits efforts à faire, etc. Et puis d'un seul coup, on n'est plus de nouvelles, juste par exemple la réception d'un mail en disant qu'une des parties décide de mettre fin aux négociations. On a quelque chose ici qui est très brutal, d'accord, et qui pourrait même tendre à être abusif. Alors, le côté brutal et abusif, c'est vraiment au cas par cas, d'accord. Il faut vraiment regarder les détails qui sont donnés et pouvoir estimer si effectivement il y a une rupture abusive ou pas. Voilà ce qu'on a dit, ce que l'on connaissait du droit. Maintenant, regardons dans les faits. Donc ici, effectivement, l'entreprise Toba a décidé de rompre les négociations. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup ici de choses. Malgré tout,
bon, les négociations étaient... bon, il y a eu 3 rencontres, d'accord? Et elles n'étaient pas complètement abouties, puisque la notion, notamment du prix, n'avait pas encore été fixée, ce qui est une chose relativement importante quand on conclut un contrat. Moi, il me semble difficile de pouvoir caractériser la rupture de l'entreprise Toba de rupture abusive ou de rupture soudaine. Puisque, bon, en plus, elle peut justifier. Alors, on ne sait pas comment elle a informé Monsieur Mubari. On ne sait pas si c'est simplement un mail ou un petit coup de fil ou s'il y a eu une explication qui a été donnée, etc., etc. Bon, malgré tout, rien ne permet de justifier une rupture abusive. Rien. Comment fait-on quand on est face à cette situation-là? Ici, comme il n'y a rien qui me permet de définir, je vais en conclure qu'il n'y a pas de rupture abusive. Il n'y a aucun des éléments qui me permet de caractériser une rupture abusive ou une rupture brutale. S'il y avait eu des petits indices, oui, j'aurais pu éventuellement surfer un peu sur ces petits indices, mais ici, il n'y a rien. Donc, dans mes faits, je vais dire que l'entreprise Toba a décidé de rompre les négociations. Rien ne permet qu'elle l'ait fait dans des conditions brutales ou dans des conditions abusives. Donc, il est peu probable que M. Mubari puisse obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale. Toutefois, je peux me prémunir. Toutefois, si la rupture devait être déclarée brutale mais abusive, dans ce cas-là, M. Mubari pourrait obtenir des dommages et intérêts, mais à la hauteur du préjudice qu'il a subi. Ce sera à lui à estimer le préjudice. Bon, le préjudice, ici, il y a un peu de perte de temps. À mon avis, ça ne va pas aller très loin. D'accord ? Moi, j'aurais plutôt conclu effectivement sur la première version, c'est-à-dire de dire que il n'y a pas d'éléments qui me permettent de dire que la rupture a été brutale et qu'elle était abusive, puisque l'entreprise Toba est obligée de rompre parce qu'elle a une rupture de stock. Donc, difficile de continuer les négociations si elle ne peut pas assumer le contrat derrière. Voilà pour ce cas qui est un peu moins clair, qui est un peu moins blanc-noir, okay, mais qui appelle simplement à dire ce que l'on sait de la période précontractuelle des pourparlers et de dire que ici, par exemple, dans le cas qui nous était présenté, rien ne permet de justifier une rupture abusive qui aurait entraîné l'allocation de dommages et intérêts pour la partie lésée. Voilà pour ce deuxième cas.